bonsoir à tous. 1711 écoliers de 15 classes et 9 groupes périscolaires participent à la 3e édition du défi Récilhomme. Il s'agit d'un projet pédagogique et solidaire encadré par l'association Entreprises et Environnement. Recycler ici pour éclairer là-bas est le mot d'ordre de l'opération. Le défi vise à faire découvrir, comprendre et connaître les enjeux du recyclage des lampes aux enfants. 5 défis éco-citoyens seront à relever par les élèves pour permettre l'électrification progressive de 9 écoles au Laos, au Kenya et au Sénégal. Invitée pour nous en parler, Pauline Blin, chargée de mission pour l'association Entreprises et Environnement. Bonsoir madame. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Martinique Première. Il y a également Céline Clamens, enseignante à l'école Anne-Marc du François, qui participe à ce défi depuis 3 ans. Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et vous êtes accompagnée de votre fille, Eva Germa Clamens, de CME. Bonsoir madame. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Que signifie pour toi ce type d'opération, ce défi? Eh bien, c'est pour aider des élèves qui n'ont pas de lumière et qui ont besoin de chaleur, qui ont besoin d'apprendre plus de choses grâce à nous. Fais descendre ton micro. Voilà. Grâce à nous et en recyclant les lampes usagées, nous contribuons à l'électrification. C'est ça? Donc, nous contribuons à aider, je prends le relais, à aider tous ces organismes de bénévoles, toutes ces organisations de bénévoles aussi, qui se missionnent pour ces actions humanitaires. Alors, Eva, es-tu consciente, est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes, des enfants de ton âge, qui n'ont pas d'électricité et qui ne peuvent pas apprendre leurs leçons comme toi, tu l'apprends tous les soirs? Oui, j'en suis consciente. Et malheureusement, d'ailleurs. Ça se passe au Laos, au Kenya et au Sénégal. Pas seulement. Cette année, voilà. Il y en a dans d'autres pays, même à côté de chez nous, en Haïti. Voilà. Et justement, en fait, on en discutait tout à l'heure. La première édition du défi, justement, il y avait une opération d'électrification dans une école à Haïti. Donc, c'était dans un contexte un petit peu plus local aussi. Il y a 3 ans. Oui. Et comment ça s'est passé? Est-ce que cette école est aujourd'hui électrifiée? Cette école est aujourd'hui électrifiée. Et en fait, l'objectif de l'ONG qui intervient sur place, qui s'appelle Électriciens sans frontières, c'est vraiment de pérenniser l'action. Donc, c'est-à-dire en mettant, par exemple, des panneaux solaires, enfin vraiment qui peuvent tenir dans la durée, mais aussi en fait en formant les personnes qui sont sur place pour intervenir au niveau de la maintenance, mais aussi en cas de panne des appareils, pour que ça puisse rester longtemps. Et en fait, une fois que les défis sont relevés et que les écoles sont électrifiées, on peut suivre sur leur site internet un petit peu et avoir des nouvelles de ces élèves. Alors, on a du mal à comprendre comment vous faites pour recycler des lampes usagées, ça veut dire des lampes qui ne fonctionnent plus généralement, pour permettre à ces écoles-là, au Laos, au Sénégal ou ailleurs, d'être électrifié. Expliquez-nous ça parce qu'on ne comprend pas très bien. Alors en fait, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, ce défi il est organisé par Récilhume. Récilhume, c'est l'éco-organisme qui existe en Martinique et aussi en métropole, qui permet de transporter, collecter et recycler les ampoules et les lampes. Et en fait, pour sensibiliser les plus jeunes, l'éco-organisme a eu l'idée de créer justement ce défi à destination des scolaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très très important de recycler les lampes pour 2 raisons. La première, c'est que c'est des déchets qu'il ne faut pas jeter n'importe où. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont dangereux. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il y a dedans des poudres fluorescentes, il y a aussi du mercure. Il y a du gaz aussi. Oui, et si c'est jeté en fait dans la nature, donc ça va se répandre, ça va avoir un impact sur l'environnement. Si on jette dans la mauvaise poubelle, ça peut aussi blesser la personne qui va s'occuper de votre poubelle aussi au niveau de la chaîne. Donc ça, c'est très important. L'autre point aussi, c'est que ces déchets ils vont être revalorisés. Si on le jette dans la poubelle normale, bon, ça va être enterré, ça va être brûlé, enfoui, ça va servir à rien. Si on le met au bon endroit, donc dans les déchetteries ou dans les endroits où c'est adapté, ce déchet va être revalorisé et il va pouvoir servir pour faire d'autres lampes ou d'autres produits. Donc voilà. Vous voulez dire que les vieilles lampes récupérées, c'est ça. On va pouvoir les rallumer?
on va pouvoir les rallumer une fois qu'elles auront subi une bonne transformation. C'est le cas pour les piles, c'est le cas pour les frigos, pour les pneus, pour les batteries de voiture. Tous ces déchets, vraiment, c'est important de les mettre au bon endroit pour qu'ils puissent avoir une seconde vie derrière. Et l'objectif cette année, c'est d'éclairer une école au Laos, au Kenya, mais également au Sénégal. Et en fait, donc le double objectif en fait de ce défi, donc c'est de sensibiliser les enfants pour leur dire voilà, faut bien jeter au bon endroit, faut pas jeter n'importe où. Et les enfants, on en discutait un peu avec Madame Clamins avant. C'est vraiment le relais qui va aller voir les parents et qui vont les disputer si l'ampoule elle est pas jetée au bon endroit. Enfin voilà, ils prennent conscience et ils ont tendance aussi après à entraîner toute la famille dans un mouvement positif. Et donc voilà, cet objectif a pour but, comme le disait tout à l'heure Eva, de rappeler que tout le monde n'a pas accès à l'électricité. Il y a 1,5 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça a un impact sur beaucoup de domaines, l'alimentation, la santé et aussi l'éducation. Madame Clamens, vous êtes l'enseignante référente dans cette opération. Ça fait 3 ans que vous êtes sur l'opération, depuis qu'elle existe à la Martinique. Oui, c'est ça. Pourquoi cet engouement ? Parce que déjà c'est un domaine de prédilection. C'est vrai que je me suis toujours sentie concernée par les problèmes d'environnement et je crois que c'est vraiment ce à quoi on croit que l'on arrive à transmettre. Donc j'en suis convaincue. Je sais que les démarches de tri amèneront forcément à une valorisation, un recyclage et c'est l'avenir. Déjà, ça aurait déjà dû être pris en compte depuis longtemps, et il y a des pays qui sont très en avance là-dessus. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il faut vraiment qu'aujourd'hui, on prenne conscience qu'on n'a pas le choix. Il faut que l'on arrive à trier nos déchets, faire plus attention à nos consommations, choisir réellement nos produits. Donc on parlait du recyclage des lampes parce que le défi Récilum en fait se porte là-dessus. C'est pas n'importe quelle ampoule, bien sûr. Maintenant, je crois qu'il y a des lois qui sortent sur le type d'ampoule. Les ampoules à incandescence que l'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent ne seront plus en vente. Donc les choses évoluent. Les prises de conscience amènent aussi à des transformations commerciales, etc. Donc les LBC, comme on les appelle, les lampes basse consommation, donc nous aident déjà à gérer notre consommation énergétique. Ça, c'est déjà une chose. Et en plus, ce sont des produits valorisables derrière. Donc on a tout à y gagner en tant qu'humain. Donc alors quelles sont les différentes opérations que vous montez avec vos élèves, parce que ce ne sont pas les mêmes depuis 3 ans. Chaque année, ils changent. Ça se ressemble. Non, on a quand même un tronc commun. C'est sous forme de défi. Donc c'est ce qui est très plaisant à mettre en place. Les enfants adhèrent complètement à cette forme de projet. Ça dure toute l'année. On peut le mettre en place sur toute l'année si on veut. Si c'est un projet de classe, par exemple, ça peut devenir un projet d'école qui vient vraiment s'intégrer dans des volets spécifiques à l'éducation, à l'environnement et au développement durable, le EDD. Ça peut être mené sur une période de l'année. Donc, moi, j'invite vraiment tous les enseignants à se pencher sur la question parce que ce n'est pas quelque chose qui est lourd à mener. Au contraire, c'est dynamisant. C'est quelque chose qui est très accessible puisqu'il suffit d'aller sur le site internet. On vous fournit gratuitement, il faut le dire quand même gracieusement, un kit pédagogique très très bien conçu avec énormément de matériel, des box, comme on connaît la battery box pour collecter les piles qui est distribuée dans les écoles. Eh bien, Récilum a mis au point la Lumibox, d'accord, qui est moins connue, donc qui tend à être connue. On fait fabriquer, construire, on va dire, ces petites boîtes en carton. On ne collecte pas les ampoules, les lampes à l'école par rapport au caractère de dangerosité, mais on incite donc les enfants à l'amener chez eux. Du coup, la démarche éco-citoyenne, elle est transmise au-delà du portail de l'école. Les enfants emmènent la petite boîte chez les parents. C'est ça. Et ils disent, voilà, maintenant, quand l'ampoule est grillée, maman, papa, on va mettre l'ampoule dans la box. Et quand la box est pleine, on fait quoi? Ben voilà, et là, on commence à entrer vraiment dans une démarche d'éco-citoyenneté, puisque quand la box est pleine, il y a des endroits de collecte. On peut aller au supermarché, il y a des endroits pour ça. On va au magasin de bricolage, il y a des endroits pour ça. Et on est tout de suite dans ce qu'il faut, dans la démarche qui va bien. Et en déchetterie aussi. Et en déchetterie. Ils les acceptent gratuitement.
Et c'est très accessible, le supermarché ou Monsieur Bricolage, pour ne pas le citer. D'accord. Vous avez remarqué depuis l'installation, comment vous appelez la petite Lumibox. Lumibox, que les parents sont devenus plus écolos? Alors, est-ce que je l'ai remarqué? Je ne sais pas. Les parents, je n'ai pas forcément une vue sur les parents. Moi, je sais qu'en tout cas, les élèves, les enfants sont réellement plus impliqués, en tout cas mieux informés. Après, voilà, j'ai eu l'opportunité de mener un projet de classe depuis ces dernières années, qui a abouti sur une charte écologique dans l'école, en bilingue, créole et français. Et ce petit écolo en l'école amène des comportements nouveaux, on dira, pas forcément, on va dire, perturbateurs, au contraire, hein, c'est juste consolider des attitudes que l'on pouvait avoir, manger local, etc. Faire attention de ne pas laisser l'eau couler, faire attention à ne pas laisser la lumière aussi. Donc, toujours dans cette prise de conscience de réduire la consommation énergétique. Et puis, les élèves que j'ai eus ont conçu cette charte et se sont révélés être les ambassadeurs de ce message. Donc, ils sont allés trouver chaque classe de l'école et ils ont expliqué, en fait, les tenants aboutissants de la charte. Au jour d'aujourd'hui, ça c'était l'an dernier, au jour d'aujourd'hui, tous les enfants de notre école sont au courant de ça. Petit écolo en force. Ils connaissent la Lumibox. Voilà, la charte est affichée, elle est connue, elle est pratiquée. Cette feuille que vous venez de me donner, la TI écolo en l'école, je constate qu'il y a des messages qui sont particulièrement incitant pour qu'on essaye de préserver notre environnement effectivement. Est-ce que vous avez tenté de diffuser ce message à grande échelle? Alors, ce serait vraiment un aboutissement, en fait. Ce n'est pas que je n'ai pas tenté de le faire. C'est vrai que Tiekolo est un petit personnage déjà existant, par le biais d'un projet, en fait, comment dirais-je, de circonscription, voire même départementale, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'Académie de Martinique. J'ai eu à croiser la route du Tiekolo et l'inspectrice, en l'occurrence, nous a proposé à un ensemble d'enseignants et moi-même de faire pérenniser ce Tiekolo et pourquoi pas de l'adapter, on va dire, au système scolaire, au contexte scolaire. De ce fait, il est déjà adapté localement. Voilà. Et tout à fait, il a vraiment sa place. Maintenant, l'organisme initial qui avait créé ce petit personnage n'a pas pour l'instant encore, alors je peux faire un appel s'ils sont là, eu l'occasion de le diffuser, mais il demande que ça. Là, il est tout seul dans son école, il fait ce qu'il faut, mais pourquoi pas aller au-delà de... Ce serait très très bien, même au niveau de la commune ou de la circonscription, justement. Pauline Blin, quels sont les défis qui seront montés cette année pour tous ces élèves? Alors, les défis, ils sont divers. Le premier, c'est tout simplement de s'inscrire. C'est le premier défi qui est rempli. Ensuite, au niveau des 3 défis obligatoires, donc le premier, c'est donc d'utiliser les outils pédagogiques qui sont fournis par l'éco-organisme pour informer les élèves sur toutes les problématiques liées. C'est-à-dire quels outils? Alors ça, je pense que Madame Clamence pourra en parler mieux que moi, comme elle est en classe. Tout à fait. Alors, en fait, il y a vraiment diverses choses. Ça se présente donc déjà, on disait la construction de la box, d'accord. Ensuite, il y a un petit livre à construire avec les enfants qui s'intitule La deuxième vie des lampes à économie d'énergie. Donc, il y a une petite histoire à l'intérieur. On peut faire vraiment un travail de lecture, de compréhension. On peut même le théâtraliser. C'est-à-dire les enfants s'approprient la scène. C'est très très humoristique puisque les personnages qui parlent sont en fait des lampes. C'est un néon, c'est l'histoire d'un néon et puis d'une LBC qui se disent je suis plus économique que toi. Voilà. J'espère qu'on va me choisir aujourd'hui. Voilà. Et c'est très 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 bienvenu par les enfants. D'autre part, il y a également un jeu, le Lumitri, voilà comment il s'appelle.
Le Lumitri, en fait, il y a un grand poster avec les différents endroits, les différents comportements, attitudes qu'on peut avoir quand on utilise des objets, où est-ce qu'on peut les amener. Il y a la déchetterie, il y a différents endroits comme ça. En fait, au niveau de la règle, quand on se demande où est-ce que je peux emmener ma lampe si on a un doute, en fait, pour ce type de déchets, c'est la règle du 1 pour 1. Ça veut dire que là où j'achète, j'ai le droit de ramener. C'est une obligation légale, même s'il n'y a pas de meubles en libre service. Si j'achète ma lampe à un endroit, j'ai le droit de ramener mon ancienne qui ne fonctionne plus. Oui, et que le commerçant a l'obligation de l'accepter. Il a l'obligation, exactement. Donc voilà. Oui, les gens ont tendance à ne pas le savoir. C'est ça, et donc ça fonctionne aussi pour les piles, enfin pour tous les déchets dangereux, pour les D3E aussi, voilà, pour tous ces déchets-là. Jusqu'à maintenant, le problème des piles n'est pas réglé. Il y a beaucoup de piles qui partent encore dans la nature. Malheureusement, ouais. Oui. De batteries. Et pourtant, pour les piles, il y a des programmes aussi très similaires à ce qui est en place pour les ampoules et les lampes. Chaque élève de Martinique, là c'est dans toutes les écoles, a une petite boîte qu'il ramène chez lui pour collecter les piles. Et il y a ensuite des collectes qui sont organisées dans les écoles. Mais après, il y a toujours des gens qui sont pas sensibles à ce message-là. Mais on se dit qu'en vraiment, en intervenant auprès des enfants, ça aura un impact fort. En tout cas, on est optimiste pour les générations à venir. Complètement, ouais. Mais c'est vrai que après, voilà, il faut avoir foi en soi, en cela, en ce projet, en cette envie qu'en fait le monde finalement aille mieux, parce que on y est et on voit déjà les effets de la pollution. Il faut qu'on arrive à changer les choses. La suite des défis, Madame Alors, Goerens. donc, le jeu Lumitri, la petite histoire, il y a une affiche pédagogique extrêmement bien faite sur comment les LBC sont construites, qu'est-ce qu'elles contiennent, d'accord, et toute la chaîne du recyclage. Donc, qu'est-ce qui va là? Il y a le culot métallique qui va d'un côté, il y a la partie plastique qui sera recyclée autrement, il y a le tube qui est en verre, qui est recyclé aussi. À l'intérieur, on le disait tout à l'heure, Mme Blin, le mercure, etc. Donc, les matières dangereuses sont isolées. Donc, il y a tout. Les enfants sont au courant de tout ça et essaient de prendre conscience qu'en fait, finalement, en les regroupant, toutes ces lampes, on fait des matières premières pour fabriquer autre chose. Voilà. Également, est fourni dans le kit pédagogique un CD-ROM avec un film très bien fait, à la fois sur la chaîne de recyclage, donc en images, vraiment, on voit des images d'usines, etc., etc. Et d'autre part, les actions qui sont menées sur le terrain. Donc on voit à l'œuvre les électriciens sans frontières qui montent des compteurs, qui montent des panneaux, comme on appelle des... Photovoltaïques, hein. Oui, il y a ça, il y a les disjoncteurs, vous voyez. Les armoires électriques. Les armoires électriques, merci, c'est ça. On les voit tirer les câbles, on voit etc., jusqu'à la finalité, et ça c'est extraordinaire. Vraiment, il faut voir ça. Quand la personne arrive, une des personnes, donc on voit que c'est souvent des gens défavorisés tout de même, et ils découvrent l'interrupteur, ils appuient sur l'interrupteur. Et la lumière fuit. Et voilà. Et là, vous avez un sourire et des éclats de joie, et des éclats de voix. C'est incroyable. Et c'est pas du cinéma, on est dans la vraie vie. Enfin, c'est vraiment bien. Moi, je suis vraiment fière et porteuse de ce projet. Pourquoi vous avez choisi cette opération? Alors, je vais vous dire simplement déjà, parce que vous n'aviez pas de lumière? Peut-être que je la recherche. Je cherche la lumière, j'espère la trouver. Regardez, je suis sur une super bonne voie, donc je continue. Mais c'est vrai que ce qui m'a emballée, alors il y a 3 ans de cela, c'est simplement dans le flot des emails, on reçoit des appels à projets comme ça, des propositions de projets, il y en a plein. Moi, je regarde ça, tiens, voilà, il y a un lien avec l'environnement, je regarde, je vais sur leur site internet et on me dit, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous envoie un kit pédagogique complet gratuitement. Allons-y. Pourquoi je vais me freiner? On va voir ce qu'il y a dedans. J'ai reçu une énorme boîte, 1 mètre sur 1 mètre, complète, avec des posters, avec donc de quoi concevoir des boîtes, avec de quoi concevoir des livres, avec des CD-ROM, etc. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est pas gratuit tout ça. Mais si. Donc, pas de souci, je pérennise. Chaque année, je pérennise. Et vous êtes devenu écolo Je crois que je l'ai toujours été, en fait. Je crois que je l'ai toujours été. Et du coup, je tiens à préciser aussi s'il y a des professeurs qui nous écoutent et qui se disent, tiens, c'est chouette, moi aussi j'aimerais bien faire ça dans
mon école. C'est encore ouvert au niveau des inscriptions. Et pour la mise en place des fameux défis... Vous pouvez donner le numéro de téléphone. Oui, ils peuvent nous contacter au 05 96 50 86 45 et pour obtenir des informations et pour s'inscrire. Et les défis, généralement, on estime que en 6 semaines, à raison d'1 heure par semaine, ils peuvent être relevés. Et ce que je tenais à expliquer aussi, c'est que les gens nous demandent souvent, d'accord, on fait les défis, mais comment ça finance après concrètement ces projets, qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque fois... c'est la question aussi que j'allais poser. Ah, pardon. Qu'on se pose tous. Mais en fait, à chaque fois que 1000 défis sont relevés, partout en France, il y a une école qui va être électrifiée. Par qui? Par quelle ONG? Par quel pays? Par qui? L'éco-organisme Récilium dont je parlais tout à l'heure, qui va financer une ONG qui s'appelle Électriciens sans frontières. C'est une ONG qui existe depuis 30 ans, pile poil cette année, et qui mène plein d'actions d'électrification. Nous, là, on parle vraiment du domaine de l'éducation, mais ils vont aussi aller dans des hôpitaux, ils vont aller dans des endroits très différents, et ils interviennent aussi notamment dans les missions d'urgence. Par exemple, ils sont intervenus en 2010 à Haïti pour aller réélectrifier en urgence. Après le tremblement de terre. Exactement. Donc à chaque fois que 1000 défis sont réalisés, une école est électrifiée. Et l'an dernier, le défi a permis d'électrifier 15 écoles. Est-ce que c'est une école qui est choisie comme ça au hasard dans un pays ou il y a une étude, il y a quelque chose qui est mené avant? Alors chaque année, il y a 3 pays qui sont choisis avec un certain nombre d'écoles. Après, il y a majoritairement les chantiers sont en Afrique. Très majoritairement. Après, il y en a aussi un petit peu en Amérique du Sud et un petit peu en Asie. Mais dans la Caraïbe, pas du tout. Haïti, qui a été fait la première édition. Et actuellement, là, en cours, il y a encore des chantiers. Il y a 3 chantiers en ce moment à Haïti, menés par Électriciens sans frontières, mais pas que financés par Récilium. C'est une très, très grosse ONG. Et c'est pas uniquement pour les écoles. Non. C'est pas uniquement pour les écoles. C'est pour la population entière. Et là, en fait, ils sont en train d'électrifier des camps, par exemple, où il y a encore des personnes qui vivent parce que leur habitat n'a pas été reconstruit. Il y a, à Port-au-Prince, du coup, aussi des endroits qui sont électrifiés. Enfin, il y en a 3 en tout cas qui sont faits en ce moment. Vous qui êtes très environnement, est-ce que Électricité sans frontières se tourne de plus en plus vers l'électricité photovoltaïque? Alors ça, honnêtement, moi je représente l'éco-organisme Récilium. Je pourrais pas vous dire trop dans le détail. Enfin, je tiens pas à parler au nom de cette ONG. J'ai constaté en fait, en allant consulter aussi les vidéos par rapport à ce qui avait été réalisé pour le défi, je pense qu'en fait c'est beaucoup du photovoltaïque pour des raisons pratiques, parce que c'est dans des pays en Afrique où il y a beaucoup de soleil et où en fait c'est la seule source, à mon avis, d'électricité possible. La plus saine, la plus propre et la plus accessible. La plus accessible. Ouais. Donc dans par rapport à toutes ces contraintes, à mon avis, c'est ce qui est le plus utilisé. Ouais. Qui fournit l'autonomie, surtout aussi. Ouais. Donc pas besoin de raccords particuliers ou de centrales particulières. Pourquoi avoir choisi des enfants de CM1 et de CM2 et pourquoi cette tranche d'âge entre 9 et 15 ans? En fait, ce qui est intéressant, c'est que à cet âge-là, ils commencent déjà à être grands. Enfin, c'est les grands de l'école primaire. C'est ça. Et on constate, en tout cas, que dans beaucoup d'écoles, il y a ce qui se passe un peu naturellement et que décrivait Madame Clamins. Ils jouent un rôle d'ambassadeur. Donc d'ambassadeur auprès des autres élèves, des plus petits, et aussi ambassadeur des parents. Et on constate aussi, de manière générale, que plus grands, au collège, au lycée, c'est un petit peu plus difficile de les intéresser sur ces problématiques. Ils ont d'autres sources d'intérêt. Ouais, ça devient un peu plus ringard, l'environnement et tout ça. Donc là, c'est vraiment l'âge où ils sont très, très réceptifs et où je pense que ça va bien rester aussi dans leur esprit quand on voit toutes ces informations ensemble. Et nous, on le constate aussi sur des actions communes au niveau de notre association. Je ne sais pas si vous connaissez les opérations Pays Propre. En fait, on va nettoyer les plages. C'est du concret, quoi. Les plages qui sont jonchées de déchets. Et on a décidé d'ouvrir il y a 1 an aux scolaires. Et on constate aussi que cette cible-là, vraiment fin du primaire, début du collège, c'est l'âge où ils prennent vraiment conscience, en fait. Et ils entraînent les parents. Et ils entraînent les parents et on se rend compte qu'ils n'ont pas conscience des fois, je sais pas, peut-être ils sortent un peu de l'âge, très enfant, ils commencent un peu
a évolué et nous, on voit, quand on fait les nettoyages de plage, c'est la cible la plus choquée. Quand ils voient les déchets sur la plage, ils n'en reviennent pas. Non, les enfants Ouais. Et c'est les premiers à aller disputer les gens qui jettent. Oui, non, mais ça, on peut l'observer. Il est vrai que les enfants sont aussi plus réceptifs aux soins apportés aux animaux, etc. Tout ce qui va demander une attention particulière, l'environnement, la nature, c'est quelque chose où les enfants sont vraiment atteints quand quelque chose ne va pas. Et on a ce problème de sargasses, on entend régulièrement parler, il faut en parler, quoi. Et voilà, donc c'est légitime en fait de cibler les écoles pour être porteurs de ce message, car déjà au-delà de l'école, ça va dans les familles, et puis ce sont les citoyens en devenir. Donc si des gens, ils ont ancré à l'âge de 9-10 ans ces attitudes éco-citoyennes, ces comportements, ces réflexions, ces prises de conscience, je crois que voilà, le monde de demain sera vraiment différent de celui d'hier. Et aujourd'hui, on est dans cette mouvance, on modèle un petit peu, on façonne un petit peu ce qui va venir, enfin j'espère. Et d'ailleurs, il y a certains gestes, par exemple, je pense à jeter ses déchets par la fenêtre de voiture. Je pense que pour la jeune génération, maintenant, c'est inconcevable. Oui. On voit les gens qui font ça parfois. Ça se voit encore, malheureusement. Ça se voit encore, mais je pense que pour les enfants, c'est très choquant maintenant comme geste. Après, il est vrai, sur les plages aussi, il y a des efforts qui sont faits, beaucoup plus de panneaux. J'ai vu sur certaines plages du Sud, des panneaux bilingues, là aussi, français, créole, même voire anglais, pour inciter les gens à pas laisser leurs détritus derrière leur passage. Ce qui pourrait sembler logique, malheureusement, ne l'est pas pour tout le monde. Et il faut peut-être des brigades aussi comme ça qui vont éduquer au comportement. Et peut-être que nos enfants là d'aujourd'hui feront ces espèces de brigades éco-citoyennes de demain. Et ça existe déjà. Ça se fera par les opérations plage propre. Ils sont très convaincus de ce qu'ils font. Ils savent la portée de ce qu'ils font. Et c'est l'avenir, ça c'est sûr. Pour en revenir aux ampoules, vous en parlez tous les jours avec vos élèves ? Non, pour être honnête, j'en parle pas tous les jours. Par contre, il y a un défi qui est intéressant parmi ceux proposés. Donc, il y a 3 défis obligatoires et 6 défis sur lesquels on peut choisir. Parmi ces 6 défis, il y a, c'est quelque chose que je vais mener là pour le reste de l'année. On n'y est pas encore. C'est aller sortir de l'école et aller voir en mairie, par exemple, comment ils sont éclairés et qu'est-ce qu'ils font de leurs lampes usagées. Simplement, les enfants vont faire cette démarche d'aller enquêter. À la mairie du François. Absolument. Bien sûr, oui, on va certainement rencontrer. Si je connais certainement des personnes très réceptives au service des affaires scolaires qui nous recevront bras ouverts. Vous allez débarquer comme ça un matin? Ah non, nous allons prendre rendez-vous. Nous allons même, vous savez quoi, travailler sur la rédaction d'une lettre pour demander rendez-vous. Au sénateur-maire? Peut-être. Et il nous orientera sur la bonne personne sans doute. Mais effectivement, nous allons le faire à l'attention de Monsieur Antiste, pas de problème. Comme c'est un ancien enseignant, je suis sûre qu'il nous recevra et qu'il saura nous recevoir. Ça, c'est très, très, très intéressant aussi comme démarche, parce qu'on se rend compte que, nous, en tout cas, qui sommes derrière dans la mise en place de cette filière, on se rend compte que beaucoup de gens ne jouent pas le jeu. Donc, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être aussi des communes. Que le consommateur, que le client, que l'administré viennent derrière pour toquer à la porte et dire, au fait, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est primordial. Il faut que ça vienne de là pour qu'il puisse y avoir des changements, parce que si nous, on vient derrière et qu'on n'a pas un appui aussi et qu'on sent pas que ce soit un réel besoin citoyen, ça suit pas. Donc, c'est très, très intéressant de faire ça. Après, j'accuse pas du tout la commune du François spécifiquement. Non, je pense pas. Mais de manière générale, c'est vraiment très positif. Que tout à chacun prenne ses responsabilités en se demandant aussi qu'est-ce que ça devient et en posant les questions. Et parfois, si une enseigne, par exemple, ne fait pas le recyclage, se dire, je vais pas là, je vais là où ils le feront. Avez-vous effectué un sondage pour savoir justement où en est le recyclage, où en est la récupération des lampes? Alors, pas un sondage, mais nous, en tant qu'éco-organisme, on a les chiffres. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'en Martinique, ça augmente. Donc, en 2014, ça a augmenté de 15%.
au niveau de la collecte des ampoules et des tubes. Et en 2015, ça a augmenté de 20%. Mais ce qu'on constate au niveau des chiffres, c'est que même si ça augmente, on est très très en dessous des chiffres de métropole. Donc au niveau des chiffres, en Martinique, on est environ pour 1000 habitants, 210 ampoules qui vont être recyclées, ampoules et tubes. En métropole, c'est 650 pour 1000 habitants. Donc on se rend compte que la différence, elle est énorme. Et même si on est toujours dans une note positive parce que ça continue d'augmenter, il y a un ratio, bon, peut-être on s'éclaire moins aussi, donc on utilise moins d'ampoules, mais quand même, il y a beaucoup de déchets qui atterrissent dans la nature. Vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup d'ampoules qui vont dans les poubelles? Il y en a beaucoup, oui. Beaucoup. On en voit... Oui. Ouais. Parce que malheureusement, c'est une démarche volontaire quand même, ce tri. C'est un réflexe. Ça devrait l'être. Ça devrait être un réflexe, mais c'est un réflexe également de jeter l'ampoule dans le sachet poubelle. Voilà, c'est ça. Malheureusement, ce réflexe est une mauvaise habitude qu'il va falloir changer. Les habitudes sont là, les bonnes sont à prendre et les mauvaises sont à laisser. Maintenant, le réflexe doit évoluer effectivement vers cette démarche de tri. Non, ne serait-ce que après c'est comme tous les produits ménagers. Je veux dire, ce qui va être des emballages. Nous sommes équipés d'un container jaune qui est censé récupérer nos emballages. Oui, mais qui est à l'extérieur. Plastique, carton, non, on peut, enfin à l'extérieur de la maison, mais en petit modèle, on l'a en tant qu'individuel. La collecte se fait. On a quand même un recyclage au niveau de tout ce qui est organique. D'accord, les poubelles marron. On a après cette troisième poubelle qui est un peu pour le tout venant. Bon, à quand une poubelle pour le verre, à quand une poubelle pour les ampoules, effectivement. Pour chaque chose à la maison. Alors, pour chaque déchet. Ça existe déjà ailleurs. Pour tous les déchets de la maison. Pas forcément tous, mais ceux qui sont recyclables. Mais là, après, dans la mesure où tous les endroits où on va acheter cet objet récupèrent l'ancien, le jour où l'ampoule elle est usée, on va forcément aller en racheter une, bon, sauf si on reste dans le Loir. Donc, on sait que l'endroit où on va l'acheter, on peut déposer son ancienne ampoule. C'est juste avoir le réflexe. On le sait, mais on l'oublie très souvent. On l'oublie, c'est ça. Et puis après, ça reste un petit moment, et puis on se dit, elle va se casser, et puis on la met dans la poubelle. Mais il faut réussir à aller jusqu'au bout de la démarche. Et finalement, c'est pas si compliqué. Est-ce que la petite ampoule qui se trouve dans mon feu arrière de la voiture est concernée également? Est-ce que c'est une LBC? Et voilà. Donc si c'est pas une LBC, elle est pas recyclable. Ouais. C'est ça. L'ampoule du frigo, l'ampoule de la hotte aspirante, l'ampoule, toute ampoule à filament. Donc ça, il y a une action super, enfin une expérience parce que en science, on peut traiter. Elle pollue également cette ampoule. Elle pollue. Alors il y a moins de matériaux dangereux à l'intérieur. Voilà. C'est moins dangereux que pour la lampe à basse consommation où vraiment là il peut y avoir, ça peut être plus nocif si elle est cassée. Mais parce en qu'elle fait, contient ce fameux mercure, la lampe à etc. filament, du coup, il faut la mettre dans la poubelle classique. Donc absolument. C'est ça aussi elle qui n'est pas est recyclable. Et en fait, nous avons mené une expérience en sciences avec les élèves. Il suffit de prendre 2 lampes de chevet, d'accord, identiques. Sur une première lampe de chevet, vous mettez une lampe à incandescence. Sur l'autre, vous mettez une LBC. Vous faites observer. Ah, il y en a une qui brille plus que l'autre. Vous êtes sûr? Vous pensez, vous? Bon. Voilà. Maintenant, venez rapprochez-vous des lampes. En général, la lampe à incandescence brille davantage. Voilà. Alors, elle brille. En fait, elle nous éblouit davantage. Mais la diffusion de la lumière, elle n'est pas forcément plus forte. D'accord. Peut-être. Voilà, en fait, c'est une question de voltage ou une question d'intensité après, mais elle nous éblouit davantage quand on la regarde. C'est vrai, ça vient du verre dépoli, etc. Par contre, là où on amène les enfants dans la démarche scientifique, c'est on les fait se rapprocher et on les fait bien observer. Et puis, mais dis-nous, mais c'est chaud là. Ah tiens, laquelle est chaude? Ben celle-là, là, l'ampoule là où il y a le truc dedans là. Ah, celle-là elle est chaude et l'autre? Ah ben non, beaucoup moins. Tiens, donc il y a une consommation énergétique qui est plus importante pour l'une que pour l'autre. Ah, d'accord. Donc laquelle il vaut mieux privilégier, etc. Est-ce que c'est pas une question de matériaux? C'est une question, oui, de technologie. C'est-à-dire que la lampe à incandescente fait chauffer du tungstène, un petit filament, qui émet de la lumière. L'autre fait passer un courant électrique dans une poudre phosphorescente, fluorescente. Vous avez vu, j'ai bien retenu ma leçon quand même. Ah oui, là, c'est très très bien. Et elle peut fabriquer des ampoules. C'est bon. Et sous l'agitation en fait électrique, c'est ça qui est pas mal de faire le lien avec les enfants. C'est le même principe de la phosphorescence, de la bête à feu ou comme on dit la luciole.
le verre luisant, le plancton, tout ça contiennent un phosphore, en fait, qui, sous l'effet d'une agitation, devient lumineux. Eh bien, c'est exactement sur ce principe que sont basés les LBC. Donc, effectivement, il y a un composant chimique très nocif à l'intérieur, mais qui est en infime quantité. Oui. D'où l'intérêt de l'isoler dans la chaîne du recyclage. Non, aussi l'intérêt premier, c'est que ça consomme beaucoup moins et que ça dure 2 fois plus longtemps. Exact. Donc, on va acheter beaucoup moins. Et d'ailleurs, Ce n'est pas l'impression que j'ai. si ça dure, pourtant, ça a une durée de vie beaucoup c'est plus testé, longue. vraiment. Et du coup, ça coûte moins cher aussi en termes de consommation. Alors, elles sont plus chères à l'achat, même si, a priori, Actuellement, il y a quand même les prix sont dégressifs. très souvent des opérations On de fait des communication, lots. notamment avec EDF, en Martinique, qui soutient beaucoup cette technologie. Et on peut très régulièrement dans l'année trouver à des prix vraiment, vraiment intéressants. Après, c'est vrai que sinon, c'est cher. Elles sont moins fragiles. Ouais. Aussi, les LBC sont beaucoup plus résistantes. Le filament d'une lampe à incandescence est plus... en fait, quand il est éteint, rallumé, il s'abîme. Donc, l'ampoule a une durée de vie qui est nettement moins élevée que le phosphore. Ça, c'est sûr. Pourquoi, vous allez me dire que c'est de notre faute, pourquoi votre opération n'est pas suffisamment connue? Alors nous, on essaye de communiquer auprès de tous les établissements, mais c'est une nébuleuse très compliquée. Donc on passe le message aux inspecteurs, on essaye de faire passer le message à chaque établissement. Après, est-ce que eux-mêmes vont jouer le jeu de faire redescendre l'information à chaque professeur? Dans le cas de Madame Clamence, ça a été le cas. Après... c'est pas forcément le cas partout. Et puis, il y a aussi des professeurs qui ne souhaitent pas s'inscrire parce qu'ils ont aussi beaucoup de travail et beaucoup de choses à voir à côté. Et ils nous disent non, ça fera du travail en plus, de la préparation en plus, et qui souhaitent pas s'inscrire. Et en fait, ce type de sujet, il faut vraiment que ce soit une démarche volontaire parce que, comme on le voit, c'est des défis qu'il faut faire. Donc, il faut porter les élèves. Il y a des choses qui se passent à l'école, en dehors de l'école. Donc, si on n'a pas l'appui du professeur derrière, ce sera limité au niveau de l'impact du projet. Est-ce que toutes les écoles de Martinique participent? Non, on a 15 classes qui participent dans toute la Martinique. On a 15 classes et 9 groupes périscolaires, donc c'est pas 15 pas classes beaucoup. et combien d'écoles? Alors, j'ai pas le nombre d'écoles, c'est 10 écoles à peu près. 10 écoles, parce qu'il y a des écoles où il y en a plusieurs, mais 10 écoles sur toute la Martinique et 9 groupes périscolaires, parce que ça peut être aussi considéré comme les activités qui ont lieu en dehors du temps de cours avec les élèves. Après, je trouve que quand même, on n'est pas si mauvais, puisqu'on a 1100 participants, et au total, dans toute la France, ils sont 45 000. 1711. 1700, pardon. 1700 participants, et dans toute la France, il y en a 45 000. Donc on est quand même en nombre, hein. Mais c'est vrai qu'on pourrait être beaucoup plus. 1711 élèves à la Martinique, c'est quand même... c'est colossal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Mais c'est parce que... C'est pas assez. C'est pas assez. On peut toujours vrai. être plus. Hein. Il y a des communes, lancez l'appel. Oui, je lance l'appel. Et surtout aux enseignants, parce qu'ils ont effectivement l'impression que c'est du travail supplémentaire. Mais le kit pédagogique est tellement bien fait. Après, comme vous le soulignez, Madame Blin, c'est exactement ça. Il faut avoir envie de l'endosser, ce projet. Ce sont des défis à relever. Alors, comment on valide ces défis? Voilà, c'est une question. Allez-y, rapidement, il reste 2 minutes. Ah, ok. 1 minute 30. Il faut prendre une photo. Prendre une photo sur le vif. Donc, le défi de la construction des box, on prend les enfants en action. On s'assure de la possibilité d'exploiter leur image, d'accord? Sinon, on les prend de dos. Et on va déposer cette photo sur le site Internet. Et là, il y a une croix qui apparaît, une encoche apparaît, clac, défi relevé, défi validé. Et ainsi de suite. Donc c'est tout simple, ça passe par une démarche volontaire de faire une photo et de valider en fait ces actions. C'est un jeu pour vous tous les soirs à la maison avec Eva? Pas forcément tous les soirs, mais c'est un jeu, oui. C'est travailler à un avenir meilleur, c'est travailler au quotidien dans un esprit ludique. Et j'encourage vraiment mes collègues à vraiment y adhérer. Eva, je ne t'ai pas entendu. Tu es devenue écolo? Oui. Penses-tu être une écologiste aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Pour les lampes uniquement? Non. On a fait aussi les piles à l'école. On a fait les lampes. Et puis comme maman a déjà un côté écolo... Ça se transmet, voilà. Ça se transmet ou bien tu es obligé de suivre?
qui sont concernés J'aime par les... bien ça. Voilà. Et puis, c'est génétique, on n'y peut rien. Oh, d'accord. Merci, mesdames. Merci à vous.